quand je veux. Comme des lunettes, je vais les mettre, sinon ça va être compliqué. Qu'est-ce qui est le plus efficace, d'être sur le terrain, justement, dans le cadre d'un mandat municipal ou d'être dans un cabinet ministériel aussi? Et est-ce qu'en 2002 déjà, vous vous disiez, peut-être que je serais candidate moi-même à l'élection présidentielle? Vous parlez aussi de fatigue, de solitude de votre grossesse que vous avez cachée quasiment jusqu'au dernier jour, même au sein même de l'Assemblée. C'était quoi la peur derrière ce silence? Et pour rester dans le sujet de tout à l'heure, une appli que vous rêvez d'interdire à tout le monde? TikTok. Définitivement. Ouais. Pour engager des discussions avec la plateforme, ce sera plus compliqué. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bienvenue pour ce café politique. Aujourd'hui, ministre délégué à l'égalité femmes-hommes et puis aussi chargé de la lutte contre les discriminations. Vous êtes une ancienne députée des Yvelines, présidente de groupe à l'Assemblée nationale et aussi aujourd'hui autrice, c'est pour ça qu'on vous reçoit également. Vous avez publié Nos combats pour la République, livre personnel, politique, qui évoque vos engagements publics, votre maternité, vos doutes, vos silences aussi. Et puis, dans l'actualité, vous avez aussi récemment déclaré que vous ne fermiez pas la porte à une candidature à la présidentielle de 2027. On va parler de tout ça, de vos combats, de votre parcours et peut-être de ce qu'il reste aussi à inventer. Mais on va commencer par une actualité plus récente. C'est pas la règle dans cette émission, mais c'est ce projet d'attentat masculiniste qui a été déjoué cette semaine et qui rappelle que la haine en ligne peut mener justement à cette violence la plus extrême. Comment déjà vous expliquer que ces discours extrêmes trouvent un tel écho et puis surtout quelle réponse l'État peut apporter à ça? Alors déjà, je crois que le fait d'avoir déjoué un attentat sur cette question-là fait mesurer la portée de ces discours. Pendant longtemps, certains ont voulu minimiser ou regarder ça avec légèreté, comme si on se plaçait du point de vue de la morale. C'est pas une question morale. L'enjeu, c'est que ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur le cerveau de nos enfants, de nos adolescents, qui, à force d'intoxication aux réseaux sociaux, plusieurs heures par jour, considèrent donc que les femmes sont la cause de tous leurs maux. C'est le mouvement qu'on appelle incel, notamment masculiniste, qui considère donc que ces hommes célibataires le sont parce que les femmes en sont responsables. Ça peut prêter à sourire dit comme ça, sauf que la conséquence de ça, c'est la question de la violence, c'est la question de la domination, c'est des hommes qui passent à l'acte ou qui tentent de passer à l'acte. Et là, c'est un jeune homme de 18 ans qui avait 2 couteaux dans son sac à dos et qui envisageait de tuer, de frapper, de violenter des femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc il ne faut plus que ça prête à sourire, il faut assumer que c'est un risque, que ces discours masculinistes, à la fin, malheureusement ont de l'impact sur la perception que nos enfants et nos adolescents ont les uns des autres, des rapports humains, des rapports entre les femmes et les hommes. Donc nous, il faut qu'on agisse sur tous les leviers. Il y a évidemment l'accompagnement des familles, qui parfois se sentent totalement dépassées en fait par la maîtrise de la technologie. Il y a une progression très rapide. On a l'impression presque qu'on a découvert cette semaine les mots d'incel, de masculiniste, d'attentat masculiniste en tout cas. Alors qu'à l'étranger, c'est déjà arrivé aussi. Je pense que beaucoup de Français ont découvert l'existence et les conséquences de ces mouvements parce que là, tout d'un coup, il y a eu un fait d'une gravité exceptionnelle. Malheureusement, c'est pas le seul cas de violence qui existe. C'est-à-dire que le phénomène de mimétisme, vouloir copier des hommes dans la mise en scène qui est la leur sur certains réseaux sociaux, qui ici arrêtent en pleine rue une femme pour l'embrasser de force, c'est une agression sexuelle, qui explique que les rapports entre hommes et femmes, c'est uniquement de la domination et de la violence, qu'il faut dominer sa femme, dominer sa compagne, qu'il faut la punir. On entend ces discours-là de manière systémique et de manière systématique. Donc c'est agir auprès des familles, c'est agir au sein de l'éducation nationale. C'est pour ça que je me suis beaucoup engagée sur la question de l'éducation à la vie affective qui sera mise en place à partir de la rentrée pour tous les enfants. Alors évidemment, il y a une graduation. On ne dit pas la même chose à un tout petit et à un adolescent, mais à un tout petit, on lui dit des choses essentielles sur le respect de son corps, le respect des autres, le respect de l'égalité, le fait que personne n'a le droit de lui faire du mal. Et puis un adolescent, je préfère qu'il s'informe avec des gens formés pour ça dans un cadre scolaire, plutôt qu'il se désinforme via des sites pornographiques ou via les réseaux sociaux. Et puis, il y a le bloc absolument nécessaire de régulation des réseaux sociaux, notamment la question de la majorité numérique à 15 ans, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les plateformes se sentent toutes puissantes. Les plateformes refusent en fait de progresser, d'avancer, de perdre des utilisateurs. Parce que renoncer au discours de haine, c'est perdre aussi des millions d'utilisateurs qui font leur fortune. Moi, je pense qu'il faut assumer une régulation beaucoup plus puissante. Justement, c'est quoi une plateforme qui respecte justement la République? Quel serait le cadre à fixer sur ça? Alors, encore une fois, c'est
Je pense que c'est pas du point de vue de la morale. On a tous sans doute des repères qui peuvent être différents sur des discours qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et on a le droit, par exemple, de ne pas regarder une émission qui nous plaît pas parce que c'est pas la ligne qui est la nôtre. C'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est celle du droit, de la légalité. Moi, si là, tout de suite à votre micro, je tiens des propos antisémites, des propos racistes, des propos homophobes, que j'incite à la haine, à la violence, vous avez l'obligation légale de m'interrompre en disant que ces propos sont illégaux. Si vous le faites pas, vous allez être mis en cause. La chaîne va être mise en cause. Et si ça se passe sur un réseau social, il se passe quoi? En fait, tout le monde se renvoie la balle. Celui qui est le créateur de contenu dit c'est à la plateforme de vérifier si on a le droit ou si on n'a pas le droit, si des mineurs consultent ou pas. Et la plateforme dit c'est pas moi qui crée le contenu. Moi, faire à tout, je suis juste le tuyau qui permet sa diffusion. Donc, il y a une forme d'irresponsabilité collective. Donc, dire tout simplement que ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne, c'est le principe qui doit être posé. Donc, un propos antisémite, un propos raciste, un propos homophobe, une agression sexuelle en direct, une agression physique, l'incitation à la haine, l'incitation à commettre des délits, tout ça, c'est illégal et ça doit être illégal partout et tout le temps. Et les plateformes, elles doivent modérer, elles doivent bannir des utilisateurs, tout simplement parce que ça doit être la règle et la loi de la République. Si elles le font pas, c'est à nous de prendre aussi encore plus nos responsabilités pour mieux et plus les réguler. Notamment ce qu'on porte avec le président de la République sur le fait d'avoir une majorité numérique à 15 ans. Là, la règle, elle serait simple. Avant 15 ans, c'est non. Il n'y a pas d'accès aux réseaux sociaux et ça se contrôle. Toutes plateformes confondues. Toutes plateformes confondues, parce que ça a des impacts sur votre santé mentale, sur la santé publique, ça a des impacts sur, encore une fois, votre construction, les contenus auxquels vous avez accès, sur lesquels vous n'avez pas le même recul quand vous avez 11 ans et quand vous en avez 20 ou 40. Je crois que tous les parents qui nous écoutent ou nous regardent attendent qu'on avance sur cette question-là parce qu'ils voient bien les risques que ça représente pour leurs enfants, pour leurs ados, la difficulté qu'ils ont à contrôler aussi ce type de contenu. Donc je pense que c'est vraiment une nécessité démocratique et une nécessité de santé publique. Vous allez convoquer une nouvelle fois les différentes plateformes, justement. C'est la réunion de la dernière chance pour ces plateformes? Ou sinon il faudra que l'État sévisse justement plus? Oui, c'est un bon résumé. C'est-à-dire que je les ai convoquées le 2 juin dernier. Je comprends qu'elle n'était pas contente de ce rendez-vous, mais moi, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de vérité pour dire ce qui dysfonctionnait. Parce que quand tous les jours, on voit des contenus de haine, non pas à quelques unités ou dizaines, mais par milliers, par millions qui se déversent et qui ensuite ont des impacts dans la vie réelle, parce que vous êtes cyberharcelé, parce que vous êtes ciblé en tant que femme ou jeune femme, parce que ça a des impacts sur votre santé, ça a des impacts sur les troubles du comportement alimentaire de jeunes femmes, parce qu'on a des parents qui ont perdu leurs enfants, des parents dont les enfants se sont suicidés, il faut employer les termes, parce qu'ils avaient des kits prêts à l'emploi pour leur expliquer comment il fallait procéder. On en est là quand même. On en est là, sans parler de toutes les atteintes à la démocratie aussi de manière générale, sur une désinformation massive aussi qui existe sur les réseaux sociaux. Donc je les reconvoque le 9 juillet. J'espère qu'elles viendront parce que je comprends qu'elles n'ont pas forcément envie d'être autour de la table, mais c'est une réunion de travail avec une ministre de la République, avec le régulateur, avec des associations aussi qui seront présentes, des associations de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la haine LGBT, la haine envers les femmes, les violences faites aux femmes. Donc, si elles ne le font pas, ça démontrera aussi qu'elles ne sont pas prêtes à s'engager par elles-mêmes. Et réagir comment, du coup? Et donc, c'est à nous de réagir. Et à nous de réagir, ça veut dire, en effet, sévir notamment et accélérer sur la question de la majorité numérique, sur la mise en œuvre de la régulation dans notre pays. Et peut-être qu'il faudra aller encore plus loin sur la question de l'anonymat, par exemple. Question peut-être plus personnelle. Vous utilisiez les réseaux sociaux plus jeunes? À l'époque, c'était MSN, Skyblog, c'était... Moi, je suis heureuse de ne pas avoir grandi, de ne pas avoir été adolescente avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Je pense qu'on a été préservés, qu'on a été protégés. J'ai pas l'impression d'être un dinosaure, mais j'ai 38 ans. Mais à 38 ans, il se trouve que moi, mon adolescence, l'ordinateur, c'était dans le bureau de mes parents. Donc déjà, j'y avais pas accès quand je voulais, autant que je voulais. Il y avait pas la même vitesse de toute façon de connexion, de rapidité. C'était pas le même coût d'avoir une connexion Internet. Donc tout ça, c'était contrôlé. Mon temps d'écran, il était contrôlé. Ce que je regardais était contrôlé. On n'avait pas du tout la même maîtrise de ces outils. On n'avait pas les millions et les millions de contenus accessibles
en une fraction de seconde et en quelques clics. On n'avait pas sur les portables de toute façon. Et mon portable était un brave 3310, voilà. Donc j'avais peu d'autres utilisations que de jouer au serpent dessus, comme toute ma génération, je pense. Donc voilà, donc ça paraît être une époque extraordinairement ancienne. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années. Et on a vu à quel point la technologie a évolué. Tant mieux qu'il y ait eu des révolutions technologiques, tant mieux qu'il y ait des innovations. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi elles servent? Qu'est-ce qu'elles produisent? Qu'est-ce qu'elles produisent comme valeur? Qu'est-ce qu'elles produisent comme emploi? Ou qu'est-ce qu'elles détruisent? Et aujourd'hui, elles détruisent. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est une difficulté pour toutes les démocraties. C'est une difficulté pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nos familles, pour nos repères. Et donc, ça suppose aussi que nous, on soit beaucoup plus puissants face aux plateformes. Vous parlez des enfants, parlons justement de votre fille à qui vous vous adressez, Victoire, avec cette question simple au début de votre ouvrage. C'est quoi ton métier, maman? Pourquoi vous avez choisi de rentrer comme ça dans votre intimité aussi? Alors, je cherchais aussi une accroche. Comment démarrer un livre? Moi, c'était un exercice nouveau. L'éditeur m'a proposé ce travail-là et j'étais très heureuse que Robert Laffont me le propose. Et c'est vrai qu'assez spontanément, je me suis dit que la bonne accroche, c'était celle-ci. C'était de parler d'elle. Et en parlant d'elle, c'était surtout de dire ce à quoi la politique pouvait encore servir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui zappent, qui regardent plus, qui s'intéressent plus. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas toujours très haut niveau. Je suis la première à le déplorer. Et donc, je pense que il y a le risque que ça suscite de plus en plus de désintérêt. Se dire finalement, les hommes et les femmes politiques, est-ce que vraiment ils ont un impact? Est-ce que vraiment ils sont sincères? Est-ce que vraiment ils s'engagent? Et donc, j'avais envie de lui expliquer ce que moi j'essayais de faire à la place qui est la mienne, que ce soit député d'abord, que ce soit ministre ensuite, et pourquoi j'avais choisi cette voie de l'engagement. Donc c'est comme ça que je commence l'ouvrage, avec ensuite un certain nombre d'engagements, notamment d'ailleurs dont on vient de parler, que j'essaye de décrire en posant des constats, mais aussi avec un certain nombre de propositions. Vous parlez aussi de fatigue, de solitude de votre grossesse que vous avez cachée quasiment jusqu'au dernier jour, même au sein même de l'Assemblée. C'était quoi la peur derrière ce silence? Je pense que j'ai fait ce que la quasi-totalité des femmes fait aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une vie professionnelle, dans une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, vous avez intériorisé l'idée que dire que vous êtes enceinte pourrait vous désavantager. C'est pas parce que vous allez le dire que ce sera forcément le cas, que ça va se révéler être le cas, mais vous anticipez ça. Et vous dites, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre le risque de dire à mon employeur tout de suite maintenant que j'attends un enfant, alors que il va peut-être avoir une promotion en fin d'année, alors qu'il y a des nouveaux postes à pourvoir, alors qu'il y a de la concurrence. Est-ce que le regard sur moi va changer? Je pense qu'il y a cet enjeu-là de se dire à la fin, on veut que ce soit indifférent. C'est quelque chose d'intime, le choix d'être parent ou de ne pas l'être, de réussir à l'être ou pas. Et à partir du moment où on fait ce choix et on réussit à avoir un enfant, il faut que rien ne vienne le parasiter. Et vous avez peur d'être mise à l'écart, même au sein du gouvernement, de votre famille politique, alors que vous êtes aujourd'hui en plus ministre chargé de l'égalité? Déjà, j'étais en campagne pour les législatives, donc moi je voulais pas que ça fausse le regard des gens, en fait, de dire bon, est-ce qu'une femme enceinte va réussir ou pas? Et puis ensuite, j'étais en campagne pour la présidence du groupe parlementaire, et je voulais pas que ça change quoi que ce soit au jugement que les gens posaient sur moi, ni positif ni négatif d'ailleurs. Je voulais que ce soit neutre. Et pour que ce soit neutre, le plus simple, c'était de ne pas le dire. Notre enjeu, c'est quoi aujourd'hui en disant ça? C'est un enjeu de liberté. Il faut que les femmes se sentent libres d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, parce que notre société, elle juge aussi très sévèrement les femmes qui n'ont pas d'enfants, oubliant qu'il y a aussi beaucoup d'entre elles qui, parfois l'ont choisi, mais parfois ne l'ont pas choisi, n'arrivent pas à avoir un enfant et que c'est une immense douleur. Donc déjà, il faut se sentir libre, avoir ou ne pas avoir un enfant, le dire ou ne pas le dire, se sentir libre dans son rapport ensuite à sa maternité, à la parentalité. Moi, je me souviens, quand j'étais donc enceinte, à la fin, ça se voyait quand même, et présidente de groupe, où j'avais l'impression que, face à certaines questions de journalistes, ça n'a pas été votre cas, mais j'apportais jamais la bonne réponse. On me disait, mais quand est-ce que vous allez reprendre votre activité? Combien de temps vous allez vous arrêter? Donc, si j'expliquais que j'allais m'arrêter longtemps, en fait, ça veut dire qu'en fait, j'étais pas une femme de pouvoir. J'étais pas une vraie femme politique, puisque finalement, je faisais passer ma famille avant mon engagement politique. Et si je répondais, j'ai envie de rentrer très rapidement, là, j'étais une mauvaise mère. Donc, en fait, c'est terrible d'avoir le sentiment qu'on donne jamais la bonne réponse. Donc, à la fin, j'ai fait ce qui était bien
pour ma fille, pour ma famille, pour moi, pour ma santé aussi, puisque je venais d'accoucher. Et tant pis, les jugements, je les ai eus quand même. Et peu importe. Vous n'avez pas de regret de ne pas l'avoir affirmé plus, ou dans certaines de vos déclarations à l'époque, ou de non, caché, parce que déjà c'est une décision très intime de dire ou de ne pas dire, même à votre entourage, à votre famille, etc. Et puis à partir du moment où je l'ai assumé, je l'ai pleinement assumé, et ça n'a jamais été défavorable pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une grossesse, je peux le dire, qui s'est bien passée, et donc j'ai continué à porter les combats dans l'hémicycle jusqu'à la dernière minute, dans les médias jusqu'à la dernière minute, sans jamais me mettre en danger, parce que c'était possible pour moi de le faire de cette manière-là. J'ai vécu ma grossesse pleinement, j'ai vécu la naissance de ma fille pleinement, et puis après, j'essaye de faire comme tous les parents. J'essaye de concilier, ce qui est toujours difficile, parce qu'il y a toujours une forme de culpabilité. Est-ce qu'on est assez là? Est-ce qu'on est trop présent? Ou est-ce qu'on est au bon moment, au bon niveau? On se pose en permanence ces questions-là quand on est parent. Parent qui doute pas, c'est un parent qui m'étonne. Un parent qui doute en général. Je pense qu'il vaut mieux douter. Mieux comme ça, il faut savoir, la manière qu'on veut transmettre comme valeur, comme principe, la sécurité de notre enfant, sa protection, l'amour qu'on veut lui inculquer évidemment et lui transmettre. Mais oui, je pense qu'il vaut mieux douter, il vaut mieux se poser quand même des questions. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur ce livre aussi, vous attendez quoi? Votre fille, qu'elle vous dise quoi finalement? Vous espérez qu'elle vous dise quoi une fois qu'elle l'aura lu? Est-ce qu'elle soit fière de votre parcours, qu'elle comprenne peut-être mieux certains choix, qu'elle évite peut-être elle-même certains silences aussi, ou alors qu'elle vous réponde mais pourquoi t'as pas écrit un roman finalement et autre chose? Peut-être qu'elle répondra à ça. Déjà, elle répondra à ce qu'elle a envie de répondre à l'âge où elle sera en capacité de le lire. Donc, il y a 2 ans et demi, donc elle a un petit peu de temps. On a d'autres lectures avant mon livre, vraiment qui sont plus adaptées à mon avis à son âge évidemment. Elle répondra à ce qu'elle veut. Moi, j'espère qu'elle comprendra que j'ai cherché à avoir un impact. Parce que je crois que la politique permet ça. Je crois sincèrement que la politique permet d'avoir un impact. Encore faut-il assumer pleinement l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire ce terme-là de pouvoir, dans tous les sens du terme. On a la capacité à agir, on a la capacité à transformer, on a la capacité à faire. Ça veut dire que chaque minute doit compter. D'autant plus qu'on est dans un mouvement politique où, comme il n'y a pas de majorité, à tout instant, on peut être censuré par le Parlement. À tout instant, on peut avoir une alliance contre nous qui fait que le gouvernement est démissionnaire, n'est plus le gouvernement. Donc, il faut garder en tête ça. Et finalement, à la fois, ça crée une forme d'angoisse, de risque sur la durée de vie des choses, sur les réformes qu'on peut générer, sur le temps qu'on a pour le faire. Mais ce qui est aussi sain, c'est que ça vous oblige chaque jour à être utile. Parce qu'en fait, vous savez pas si le lendemain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ce sera encore le cas, que vous aurez encore la possibilité d'agir. Donc, puisque vous savez pas la date de péremption, il faut garantir que chaque jour est un jour utile. Peut-être que ça motivera aussi son engagement, peut-être en politique aussi. Ça va me faire une transition pour parler de votre parcours, revenir quand même un petit peu dessus, parce que c'est en 2002 que vous avez commencé, on en a déjà parlé, vous n'étiez même pas encore majeur, vous aviez 16 ans, c'est la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle qui vous pousse à vous engager. Moi, je me souviens aussi de cette période-là, puisque c'est la période où j'ai obtenu ma première carte de presse. Et peu de temps après, j'ai dû faire mes premiers reportages, notamment en politique, et vous rencontrer à cette époque. Vous étiez jeune présidente des Républicains, des jeunes pop, des jeunes Républicains dans les Yvelines, déjà très active, à organiser des meetings, des réunions. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette période-là? Déjà, c'est une très belle école de formation. Les mouvements de jeunesse, c'est une école de formation aussi politique. Il me reste aussi des amis avec lesquels je continue à être, que ce soit dans les Yvelines ou au-delà, des liens qui sont forts avec un certain nombre de responsables politiques. Pierre Bédier est celui qui m'avait nommé à l'époque présidente des Jeunes Pop, donc comme vous dites des Yvelines. Il est toujours président du conseil départemental, donc il y a un lien personnel et affectif qui existe évidemment. Et puis celles et ceux que j'ai rencontrés à l'époque, soit Gérard Larcher, soit Valérie Pécresse, font que voilà, il y a aussi d'autres types de relations qui peuvent exister, même si à un moment j'ai fait un autre choix, qui a été, comme beaucoup de Français aussi d'ailleurs, de faire le choix de quitter. À l'époque, c'était plus l'UMP, mais les LR après la primaire de 2016, et j'ai assumé ce choix de manière très claire et de rejoindre Emmanuel Macron. Beaucoup de Français ont fait ce même choix, des lecteurs de droite et pas que, de responsables politiques. Édouard Philippe est devenu le premier ministre d'Emmanuel Macron, venant du même endroit que le mien.
Mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir ce lien-là personnel qui évidemment reste. Il y a des liens personnels, mais de votre engouement, de votre persévérance, de vos convictions de l'époque, ça a évolué aussi? Non, parce que les valeurs cardinales qui m'animaient à l'époque m'animent toujours aujourd'hui. Déjà un combat viscéral contre le populisme. À l'époque, le populisme, il avait un seul visage, c'était celui de l'extrême droite. Aujourd'hui, il a un visage double, celui de l'extrême droite et de l'extrême gauche. J'en ai encore eu la démonstration cette semaine quand je portais un texte sur la lutte contre l'antisémitisme au sein de nos universités, où malheureusement la France insoumise a combattu ce texte et a voté contre ce texte, avec d'ailleurs des députés communistes et écologistes. Donc il y a ce combat-là, viscéral, contre, non pas la radicalité, parce qu'on peut être radical dans la manière de faire de la politique sans pour autant être ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni LFI, ni RN, qu'on va pour la liberté, ce que je vous disais sur les femmes, mais ça s'applique à bien d'autres sujets, pour l'émancipation. Ce sont un combat européen aussi, ça c'est des combats que j'ai toujours eu à cœur et que j'ai retrouvés dans le candidat Emmanuel Macron et ensuite qu'on a porté et qu'on continue à porter depuis 8 ans. Et est-ce qu'en 2002 déjà, vous vous disiez peut-être que je serais candidate moi-même à l'élection présidentielle? Parce que vous ne fermez pas la porte, vous l'avez dit, pour porter... J'étais pas totalement la même. En 2002, j'étais responsable des jeunes UMP en 2005, ensuite au Bureau national des jeunes. Et puis après, voilà, j'ai eu un parcours militant, un parcours d'engagement, un parcours d'élu local que vous connaissez. Mais quand vous dites que vous ne fermez pas la porte, c'est une façon de parler, c'est une formule ou c'est vraiment une réelle envie, une envie réelle aujourd'hui? Moi, je dis deux choses. Je dis la première chose, c'est qu'il reste 2 ans et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de l'oublier. Et quand je rencontre les Français... Quelques années, même déjà maintenant qu'on parle déjà de l'élection présidentielle, depuis qu'il y a presque cette... Du coup, il y avait quand même certains de vos confrères qui, dès le lendemain de la réélection du président de la République, me demandaient qui allait être le suivant. Donc, il se peut que l'obsession présidentielle ne soit pas que du fait des hommes ou des femmes politiques, mais parfois aussi du milieu médiatique. Peut-être que les deux se renforcent. Mais la première chose, c'est qu'il reste 2 ans. Et quand je rencontre les Français, il n'y en a pas un qui me dit écoutez, mes problèmes du jour, c'est pas grave, je vais les mettre de côté, puis vous reviendrez dans 2 ans. Et dans 2 ans, on essaiera de les régler. Personne ne fonctionne comme ça. C'est comme si un maire expliquait à ses administrés aujourd'hui, écoutez, il reste 1 an avant les prochaines élections municipales, donc là, votre problème sur la chaussée, le problème à l'école, en fait, on verra dans 1 an. Puis si vous me réalisez, peut-être que je vais m'en occuper. Personne ne fonctionne comme ça. Donc déjà, il faut qu'on arrête de dire qu'il peut rien se passer dans les 2 prochaines années. C'est beaucoup plus difficile, c'est vrai. Plus vous vous rapprochez de l'élection présidentielle, plus ça rend ça difficile. Moins vous avez de majorité certaine à l'Assemblée, plus c'est difficile. Mais il peut se passer des choses et il doit se passer des choses pour les Français. Donc moi, c'est déjà le premier point. J'ai l'honneur d'être ministre de la République. J'ai été députée. Si je ne suis plus ministre demain, je serai à nouveau députée. Et donc, c'est vrai que j'ai la capacité à agir et à faire en sorte que dans ces 2 ans, il se passe déjà des choses. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on me pose la question sur l'élection présidentielle, moi, je dis que je travaille. Ce qui est la vérité, c'est pas juste une formule. Je travaille avec les parlementaires, je travaille avec les maires avec lesquels j'étais encore tout l'après-midi, je travaille avec les forces économiques, syndicales, agricoles, parce que je pense que le démarrage, c'est la question du projet. C'est la question du projet. Et après, chaque chose en son temps. Moi, je suis ministre, je suis au boulot, on a des étapes à passer, prochaines, notamment sur la question du budget. Donc oui, je ne ferme pas la porte, j'ai le droit d'avoir de l'ambition. Je pense que c'est pas un gros mot d'avoir de l'ambition et de l'assumer. Il faut arrêter de mentir et qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui viennent en plateau en disant j'ai pas d'ambition, ça n'existe pas. Il faut assumer d'avoir de l'ambition et il faut faire les choses par étapes dans le bon ordre. En 2017, vous aviez participé à cette émission Café Politique. Le cadre n'était pas du tout le même. Et à l'époque, vous disiez que vous aviez fait du théâtre, que vous auriez adoré être scénariste aussi, et que la politique n'était pas un métier et qu'il y avait une vie après. Est-ce que vous gardez cette idée-là et de vous dire, pourquoi pas écrire, alors cette fois-ci un roman, scénariser un film? Alors, je pourrais redire exactement la même chose. Je pense que c'est pas sain que ce soit toute une vie. Ça veut pas dire qu'on peut pas être engagé toute une vie, mais vivre de ça toute une vie et de mandats électifs toute une vie, non, je pense que c'est pas sain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai toujours été favorable au cumul des mandats dans le temps, parce que je pense que faire 3 mandats parlementaires, 3 mandats de maire, je pense que c'est déjà très conséquent. Pour que ce soit possible, il faut aussi qu'il y ait plus d'aller-retour qui puisse exister entre la vie politique et la vie salariée ou la vie privée. Quand vous êtes dans la fonction publique, votre statut vous protège et vous permet d'avoir ces possibilités-là. Quand vous êtes juste salarié, quel que soit votre statut, employé, ouvrier, cadre,
vous engager dans une vie, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit au niveau national, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et si on veut justement que la vie politique, elle se renouvelle régulièrement, que ce soit pas toujours les mêmes visages, pas toujours les mêmes idées, ben, il faut aussi qu'il y ait cet aller-retour qui soit possible. Et qu'on considère mieux l'engagement. Quand une fois être marqué au fer rouge, alors que vous avez eu l'honneur d'être élu par les Français, d'être député de la République, d'avoir été nommé ministre, d'avoir été maire, c'est un gâchis en fait. C'est quand même un gâchis de compétences. On apprend, on travaille, c'est sûr, et on apprend aussi. Je trouve ça dommage de tout envoyer à la poubelle en se disant que finalement on va pas valoriser cet engagement dans la société. Vous parliez des maires, on va parler des municipales juste avant, peut-être une petite parenthèse, une petite pause, juste un petit questionnaire. Quels sont les livres, vos films, vos obsessions peut-être du moment? Le dernier livre que vous avez dévoré, autre que le vôtre, bien évidemment. Le barman du Ritz. Un film que vous connaissez par cœur? Film que je connais par cœur, Autant n'emporte le vent. Une série que vous auriez aimé écrire? Waouh, alors il y en a beaucoup. Seinfeld. Un personnage féminin de fiction qui vous inspire? Il y en a beaucoup. J'ai plus de mal à répondre parce que c'est pas forcément de la fiction, c'est plutôt celles qui ont écrit les livres qui m'inspirent. Donc Simone de Beauvoir évidemment pour ce qu'elle a dit et ce qu'elle a permis par exemple pour les femmes. Un mot que vous ne supportez plus en politique? Autocensure quand on parle des femmes. Et pour rester dans le sujet de tout à l'heure, une appli que vous rêvez d'interdire à tout le monde? TikTok. Définitivement. Ouais. Pour engager des discussions avec la plateforme, ce sera plus compliqué. Vous me posez une question franche. Je vous pose la question franche, mais du coup, qui me fait rebondir, puisque vous allez aussi les échanger avec eux pour les réguler. Je suis pas là pour censurer, mais vous me parlez de... Dans l'absolu, Dans l'absolu, ce serait TikTok. Est-ce que ça a été un gain pour la démocratie? Est-ce que ça a été un gain pour nos enfants, nos adolescents? Est-ce que ça a créé de la valeur, de la richesse et de l'emploi? J'ai pas l'impression. Et les autres plateformes? Ah ouais, je vais pas non plus dire que je vais tout interdire. Et d'ailleurs, je souhaite pas tout interdire. Mais je dis juste que notre enjeu est évidemment un enjeu de régulation et de cadre normatif. Et je pense que aussi un enjeu d'affirmation, de puissance de ce qu'est l'État, de ce qu'est la République, de ce qu'est l'Union européenne aussi. Une question que je vous ai pas posée sur les plateformes, justement, vous parliez de TikTok et ça me fait penser aux algorithmes. Est-ce que enfin, c'est pas une solution, mais est-ce qu'il y a un moment, c'est pas plus l'algorithme qui devrait être plus transparent et c'est là où la régulation aussi devrait se faire? Sans doute, mais parce qu'aujourd'hui, vous choisissez même plus les contenus que vous regardez. C'est assez spectaculaire. C'est-à-dire que déjà, il y a tellement de contenu, il y a tellement de choix. Mais à la fin, vous choisissez pas vraiment, vous choisissez le point de départ. Mais vous choisissez rarement le point d'arrivée sur lequel la plateforme vous embarque. Parce que justement, l'algorithme fait en sorte de retenir en permanence votre attention. Puisque c'est comme ça que les plateformes arrivent aussi à monétiser, à se rémunérer. C'est le taux d'engagement. Donc l'engagement, c'est des likes, l'engagement, c'est des partages, l'engagement, c'est le temps aussi que vous consacrez aux plateformes. Et donc pour y consacrer du temps et de l'engagement, ça veut dire qu'il faut en permanence vous proposer de nouveaux contenus et des contenus de plus en plus radicaux souvent, des contenus qui vous enferment, des contenus en tout cas qui soi-disant correspondent à votre cible et qu'ils arrivent extrêmement bien en effet à cadenasser et à identifier. Alors c'était juste une parenthèse, on va parler donc de ces municipales. Vous avez été élu d'opposition à Manille-les-Hameaux, vous êtes très attaché au terrain. Est-ce que vous allez vous réengager localement pour 2026, soutenir des candidatures? Déjà je l'imagine bien, mais vous-même? Moi-même non, je ne serai pas candidate aux élections municipales, je suis conseillère régionale, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir 3 fonctions électives. Donc si je redevenais par exemple députée, je ne pourrais pas être députée, conseillère régionale et conseillère municipale. Donc je pense que ça ne peut pas fonctionner. Et quitte à se présenter, l'idée c'est d'être élu. Donc moi je serais pas candidate aux élections même sur municipales. Une liste pour soutenir une liste, pas nécessairement. Sauf à ce que le maire de mon village me demande d'être en dernière de liste, mais comme il a en plus la possibilité d'être seul candidat, dans ces cas-là, ça marcherait pas. Donc non, c'est pas l'objectif. Par contre, on travaille évidemment, et moi je suis présidente de la fédération pour Renaissance dans les Yvelines. Et donc c'est moi qui mène les négociations aussi, à la fois avec le Modem et Horizon, qui sont nos partenaires historiques et avec lesquels, dans les Yvelines, Jean-Baptiste Amonique, Jean-Noël Barrot, Arnaud Péricard, les choses se passent très bien et on travaille en très bonne intelligence. Puis moi j'ai souhaité, en lien d'ailleurs avec Pierre Béziers notamment, Gérard Larcher, qu'on élargisse et qu'on voit sous quelle forme on pouvait travailler, non seulement Modem, Renaissance, Horizon, mais aussi avec l'UDI, aussi avec Pierre Font, le président de l'Union des maires des Yvelines, avec Pierre Béziers pour Ensemble pour les Yvelines, et avec les LR. Parce que je pense que déjà, il faut garantir qu'aucune ville ne passe ni LFI ni RN, et même dans les Yvelines, il y a des risques, et il faut en être conscient.
Et puis c'est une ville, mais ensuite ça déstabilise les intercommunalités. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Et puis parce que je pense que ça a du sens de nouer des alliances à partir du moment où on a des valeurs communes qu'on a envie de porter. C'est encore plus naturel de le faire sur des élections municipales parce qu'on sait porter des projets municipaux communs. Et vous pensez que cette alliance est réalisable? Parce que on parle par exemple de Pierre Bédier aussi. Pierre Bédier qui a quitté les Républicains parce qu'il n'était pas d'accord avec la ligne. Là aujourd'hui, vous allez remener des discussions qui impliqueraient du coup Pierre Bédier, mais avec le label Ensemble pour les Yvelines, les LR aussi. Tout le monde peut se retrouver autour d'un... Alors déjà, on a fait beaucoup de réunions de travail. On s'est encore vu le 21 juin dernier. On va se revoir en septembre. Gérard Larcher était autour de la table, Pierre Bézier autour de la table, Pierre Font était autour de la table. J'étais avec Yael Braun-Pivet pour Renaissance et après ceux que j'évoquais, Modem, UDI et Horizon étaient là. Donc ça veut dire que déjà, la capacité à être autour de la table, à se parler et à regarder commune par commune s'il y a un intérêt à travailler ensemble, on a réussi à le faire. Et moi, je pense qu'on arrivera à se mettre d'accord. Peut-être qu'il y a 3, 4, 5 communes dans lesquelles on n'y arrivera pas parce que on a des habitudes de travail qui sont différentes, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'opposition depuis 6 ans et qui veulent absolument monter une liste et une équipe. Et donc, ça peut se comprendre et on peut entendre cette légitimité-là. Après, je pense que sur l'essentiel, oui, on a intérêt à travailler ensemble. On le fait déjà dans beaucoup de communes. Les plus grandes communes des Yvelines, Versailles, Saint-Germain, Sartrouville, on arrive à travailler ensemble, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui est le plus efficace, d'être sur le terrain, justement, comme ça, dans le cadre d'un mandat municipal, ou d'être dans un cabinet ministériel aussi? C'est deux choses très différentes, mais... Les deux sont utiles. Enfin, quand vous êtes ministre, vous avez une puissance d'action et vous avez un impact quand même très concret. Vous initiez la loi, vous changez la loi. On l'a fait très récemment sur des sujets qui sont essentiels. Je vous disais, la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. On change complètement la donne sur les sanctions disciplinaires pour garantir de mieux protéger les étudiants et les enseignants. Ce qu'on fait sur la question des droits des femmes pour intégrer des nouvelles notions dans notre droit. Contrôle coercitif sur les violences conjugales, parce que les violences, c'est pas que les coups, ça commence rarement par des coups. La question du consentement, quand on parle des violences sexuelles. La question de l'imprescriptibilité, c'est un sujet que je porte beaucoup. Garantir que des enfants qui ont subi le pire des crimes, c'est-à-dire les violences sexuelles, puissent toujours, tout au long de leur vie, avoir accès à la justice. Je vois d'ailleurs que maintenant, c'est devenu une recommandation de la commission d'enquête transpartisane suite, malheureusement, aux affaires Betaram notamment. Donc, vous avez cet impact-là. Et puis, vous avez un autre type d'impact, mais qui est aussi essentiel sur la vie quotidienne et concrète des gens quand vous êtes un élu municipal, quand vous êtes un maire. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir de l'impact et être dans l'action. Et je pense que quand vous êtes ministre, c'est normalement la feuille de route qui est la vôtre. Et c'est la même chose quand vous êtes maire. Et à choisir, personnellement, vous préférez une réunion publique sur un éclairage municipal au sein de votre village ou une réunion interministérielle sur la condition féminine à 8h du matin ? Les deux, j'allais dire, les deux, parce que je fais les deux déjà. Je fais les deux parce que j'ai toujours été très présente depuis que je suis députée depuis 2017 sur les 51 communes, moi qui sont dans ma circonscription, et que même ministre, évidemment, je continue à l'être, et que déjà je vis sur mon territoire, je veux que ma fille grandisse, mes belles-filles, et donc voilà, déjà j'ai ce lien affectif, physique avec le territoire, et que j'y suis en permanence, et puis je me bats sur des combats qui sont essentiels ensuite à Paris, avec les autres ministères, avec les Français, en médias. Il faut faire les deux. Vous écrivez, pour finir, que vous voulez justement que votre fille puisse dire un jour que oui, la politique, ça sert. Est-ce que vous en êtes pleinement convaincu aujourd'hui ? En tout cas, j'essaie de faire en sorte que ce soit le cas à mon niveau, oui. J'essaie de me battre pour ça, et je pense que quand vous faites de la politique, il faut savoir pour qui vous vous battez et pourquoi vous vous battez. Donc si vous avez des idées claires, des convictions claires et sincères, et si vous savez pour qui vous avez envie de les porter, je pense que oui, vous dites que vous servez à quelque chose et que la politique sert à quelque chose. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir participé à ce Café Politique. Merci à vous.